Who doesn't love a peppy jazz Alors, interlude? qui n'aime pas une Good interlude de morning, jazz? everybody. Alors, bonjour à Welcome tous to et à this toutes. panel, Bienvenue Barriers à cette to table Housing for ronde, People in Quebec. les obstacles Our au logement moderator pour for les this Québécois. session Notre is modérateur pour DAP cette Toronto séance Outreach Coordinator est Janet Rodriguez. coordonnatrice Janet From Laval Rodriguez University comes de Professor l'Université de Marie-Ève Laval et la Lamontagne, professeure Marie-Ève Lamontagne. and DWT Et board member is membre one du of the conseil only hats d'administration de that Handicap sans Elizabeth pauvreté, est Lowe un des wears, seuls also of chapeaux portés Finautonome. par Elizabeth This is our Lowe. only session Et c'est in notre French seule today. So if séance you qui are va se dérouler en watching and you français are aujourd'hui. a French Alors, speaker and you do si research, vous please parlez consider français applying en et vous faites de français la for recherche, our veuillez, conference s'il vous next plaît, year. faire une demande And pour I'm going donner to une allocution pass à notre over to conférence you, l'année prochaine. Janet. Good Et morning. donc, je vous donne la parole à Yes, good Janet. morning, bonjour tout le Oui, monde. bonjour. Bienvenue à cette session. Et je vais dire tout d'abord que si vous ne m'écoutez pas bien en français, ça c'est pour que le français c'est ma troisième langue. Et hier, j'ai eu de chirurgie dentaire. J'ai toutes les excuses alignées. Euh, Aujourd'hui, je voudrais tout d'abord euh, demander les participants, Dr. Marie-Ève Lamontagne et Elisabeth Lowe, de se présenter brièvement pour nous dire ce qu'ils font dans leur vie, ou professionnelle ou même sociale. Et je voudrais commencer par Elisabeth. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Dans le fond, je vais me présenter brièvement. Moi, je m'appelle Elisabeth, j'ai 33 ans. Je vis avec un handicap physique qui s'appelle la paralysie cérébrale et je vis avec un handicap neurologique qui s'appelle la dyspraxie. Moi, je viens ici pour représenter deux organismes. Donc, le premier, c'est Finautonome, l'organisme pour lequel je travaille en tant que réceptionniste. Donc, Finautonome, on est un organisme sans but lucratif qui travaillent à Québec pour aider les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants à déterminer à quels programmes et mesures financières ils peuvent être éligibles, donc autant au niveau du gouvernement fédéral que provincial. Et on les soutient avec un service d'accompagnement personnalisé. On offre aussi des conférences sur les différents programmes et mesures. Donc voilà, je travaille à temps partiel chez Finautonome depuis 1 an maintenant en tant que réceptionniste et je suis aussi sur le conseil d'administration de Disability Without Poverty depuis maintenant. Ça va être ma deuxième ou troisième année, je crois. Donc voilà, je suis une personne passionnée par l'activisme et la défense des droits et voilà. Alors, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et de votre présence. Merci Liz, Elisabeth. Et maintenant, je passe la parole à Dr. Marie-Ève Lamontagne. On ne peut vous écouter. Un classique. Vous n'êtes pas obligé de m'appeler docteur. En fait, je suis Marie-Ève Lamontagne. De formation, je suis ergothérapeute. J'ai étudié à l'Université Laval. C'est quand j'ai commencé à faire mes études en ergothérapie que je me suis particulièrement intéressée aux personnes qui ont un traumatisme crânien, crânio-cérébral. Et donc, ça fait maintenant 25 ans que je collabore de très près avec l'organisme Servio, la Maison Martin Matt de Québec et également avec Connexion TCC pour divers sujets. Puis récemment, euh, on s'est vraiment penché de façon plus approfondie sur le milieu de vie des personnes qui ont un traumatisme crânien parce que ça devient de plus en plus un enjeu. Sinon, ben, je suis une personne un petit peu qui aime beaucoup les arts, un petit peu désorganisée, très créative et c'est ça. Et j'adore travailler, faire de la recherche collaborative, ça m'intéresse au plus haut point. Merci bien. Et
Je voudrais poser une question à tous les deux. Et en première, on va parler en termes généraux sur la situation du logement dans la province de Québec où j'habite, où vous habitez, ou peut-être où vous faites votre travail. Et après, on va aussi demander des choses spécifiquement sur le travail que vous faites. Je voudrais vous demander, Docteur Lamontagne, quels sont les défis actuels en matière de logement accessible dans votre province? Elisabeth, là, tu peux me couper à tous les moments si tu veux. Donc, dans Merci. la province de Québec, il y a une grosse crise de logement pour commencer, de tous les types qui existent. Donc, simplement avoir un logement, c'est un défi, même si on n'a pas d'incapacité cognitive ou physique. Donc, ça, c'est un premier élément. Les logements sont excessivement chers. Moi, comme personne sans incapacité, puis qui a un travail à temps plein, j'aurais de la difficulté à aborder, à avoir un logement maintenant. Donc, c'est un premier point. Euh, à ma connaissance, les logements adaptés sont rares quand ils sont bien Oui. adaptés. Effectivement, vous avez raison. Moi, ce que je rajouterais aussi, c'est que les listes d'attente pour les logements, pour les personnes à mobilité réduite sont très longues. Je peux donner un de mes exemples à moi. Je m'étais mise sur une liste d'attente pour un logement adapté et puis c'est de 7 à 10 ans, les listes d'attente. Et ben, une des conditions, si on peut dire, ça peut arriver que ce soit lorsque quelqu'un décède seulement, qu'on puisse avoir accès au logement ou, bon, il y a d'autres conditions aussi. Mais bref, effectivement, vous avez vraiment raison, Marie-Ève, il y en a très peu. Puis aussi, ce que je remarque, c'est que il y en a, les logements pour personnes handicapées sont souvent centralisés en basse ville. Fait que des fois, on aimerait ça qu'il y en ait, que ça soit un petit peu plus réparti aussi au niveau de la haute ville. Puis c'est ça aussi, ben c'est cher, comme vous le disiez, puis c'est difficile de trouver des subventions pour ça, puis pour les adaptations à domicile aussi, mais ça, on y reviendra plus tard. Mais bref, c'était juste le petit point que je voulais faire. Fait que je vous laisse continuer à ce que vous disiez. Je ne voulais pas vous couper la parole. Non, non, mais je pense que ça va être comme ça, là. On va discuter passionnément pendant un petit bout. En fait, pour préciser, les logements en basse ville, c'est un quartier plus populaire et plus densément peuplé. Et c'est là qu'on va retrouver le plus de logements accessibles. Mais en banlieue, où il y a plus de nature, par exemple, où ça pourrait peut-être être plus spacieux ou plus facile à naviguer, il y a beaucoup moins de logements adaptés. Donc, les gens sont obligés de demeurer dans un secteur parce qu'il n'y a pas de logement adapté toujours dans les autres secteurs. Vous le savez, on a un petit corridor le long du fleuve Saint-Laurent où on a des villes plus peuplées, Montréal, Québec, Trois-Rivières, etc. Mais il y a également beaucoup de villages en Gaspésie, sur la côte nord, en Abitibi, et il y a encore moins de logements adaptés dans ces milieux qui sont plus dispersés là. Puis peut-être pour faire un point, Elisabeth parle de logements qui sont adaptés pour les gens qui ont des incapacités physiques, mais il y a également des gens qui ont des troubles cognitifs, de mémoire, de comportement. Puis même si on n'a pas besoin de mettre des barres d'appui, on a besoin que les logements répondent à certains besoins, peut-être d'être plus silencieux, d'être à vous présenter plus de rangement pour pas qu'il y ait du fouillis partout, que le Ouais. voisinage soit adapté. Et ça, ben, c'est toute une autre dimension là, à laquelle on réfère pas souvent. Puis tu sais, souvent aussi, ce que je remarque, moi, j'ai parlé de mon handicap physique, mais si je me pense du côté de mon handicap neurologique, moi, j'ai une problématique avec mon énergie aussi, qui fait en sorte que je peux travailler seulement à temps partiel. Donc, ça aussi, c'est compliqué de trouver soit le logement qui est bon avec ça, mais aussi pour les services à domicile.
Tu sais, dans mon cas, à moi, j'ai pas le droit à aucun service à domicile gratuit parce que je suis pas en fauteuil à tous les jours de ma vie. Je suis pas en fauteuil roulant. Même si j'essaie de prouver que mon handicap neurologique est suffisamment important, que je travaille juste 16 heures semaine, puis que moi, quand j'ai terminé de travailler, j'ai plus d'énergie pour faire mes tâches ménagères, pour faire ma vie au complet, ben c'est difficile à faire comprendre ça aux intervenants aussi. Donc ça, c'est comme une autre problématique euh, qui vient avec le logement aussi, c'est l'accès aux services à domicile gratuit pour une personne qui n'est pas en fauteuil tous les jours puis qui a des problématiques d'énergie là, neurologique. Fait que ça rejoint un peu ce que vous dites. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça s'en va dans les mêmes eaux un peu, que quand ça se voit pas, c'est difficile à prouver. Oui. Puis, je suis tout à fait d'accord. Puis je compléterais peut-être en disant pour la situation du logement au Québec que, comme dans les autres régions du Canada, il y a beaucoup de personnes en situation d'itinérance. Et si on a traditionnellement, on associait les personnes en situation d'itinérance aux gens qui avaient des enjeux de santé mentale ou de consommation. Mais là, on remarque de plus en plus qu'il y a beaucoup de personnes en situation d'itinérance qui ont des enjeux au niveau de leur de mobilité, par exemple, de douleurs chroniques, toutes sortes d'éléments comme ça. Donc, ça rajoute au fait là, que la situation, elle est de plus en plus complexe et de plus en plus lourde là, pour les Québécois qui ont des incapacités. Hum, oui, euh, Statistics Canada indique que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est le double de celui des personnes non handicapées. Alors, et ça c'est la question et je vais vous le mettre dans les boîtes à texte comme pour l'accommodation et toute personne peut le lire. Nous avons que le taux de chômage et de sous-emploi est plus élevé chez les personnes handicapées. Comment les personnes à faible revenu peuvent-elles surmonter cet obstacle? Vivre chez parents est-il envisageable ou avec son conjoint? Est-ce que c'est positif? Il y a des barrières? Qu'est-ce que vous pensez sur cette question? Est-ce que vous voulez répondre en premier, Marie-Ève, comme Non, j'ai non, pris la non, vous avez parole? plus d'expertise que moi sur le sujet. OK. Je voulais être sûre que vous avez eu le temps de parler, là. J'ai l'impression que j'ai un peu pilé sur vous tantôt. C'est vraiment pas ça que je voulais faire. Pas Euh, du tout. bref. Ben, moi, ce que je peux vous dire, c'est vous parler de ma situation personnelle à moi. OK? Fait que sachez que c'est pas applicable à tout le monde dans la province de Québec. Je vais vous parler de ma situation personnelle. Donc, moi, je suis une personne qui a un conjoint. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Mon conjoint est en situation de handicap, lui aussi, mais il n'a pas de problème d'énergie du tout. Alors, lui, il est capable de travailler à temps plein. Maintenant, le problème que je vous expose, c'est que si je veux habiter avec mon conjoint, ce n'est pas possible sans que je perde la grande majorité de mes prestations. Donc, on parle ici du programme de revenu de base, aussi appelé programme de solidarité sociale contrainte sévère à l'emploi. Donc, moi, c'est le problème que je vous soumets, c'est que on est en 2025, puis encore une fois, c'est le revenu du conjoint et le fait que le conjoint gagne trop cher. Donc, mon conjoint qui est handicapé est capable de travailler à temps plein, mais il gagne trop cher pour qu'on puisse habiter ensemble. Donc, ça, pour moi, c'est comme une incohérence totale. Alors maintenant, ça fait en sorte que j'habite toujours chez ma mère à 33 ans, parce que chez ma mère, ben, ironiquement, on me coupe pas si j'habite chez ma mère. Je conserve mes prestations. Alors ça, c'est la chose que je voulais vous soumettre qui, pour moi, est complètement incohérente. Donc, on soulève un peu la dynamique de se faire vivre par son conjoint. Donc, ça enlève vraiment la dignité, puis ça nous enlève la liberté de choix. Donc, avec qui est-ce qu'on veut vivre, puis pourquoi est-ce qu'on doit justifier ça à quelqu'un?
euh, donc, qui nous connaît pas, qui connaît pas notre histoire au gouvernement, puis eux, après ça, vont décider, ah ben là, toi, tu perds la majorité de ta prestation ou tu en perds quelque chose comme 30 à 40 là, si je me souviens bien, ce qui est quand même assez significatif. Donc, c'est la première chose que je voulais vous soumettre. Puis aussi, c'est un peu ironique que on se fasse encourager de rester seul dans un logement adapté. On nous donne une prime si on habite seul. Mais quand on habite avec un conjoint, ben c'est ça, on perd. Fait que moi, c'est la chose que je voulais vous soulever, que ça aide pas, c'est certain, euh, au taux de chômage. Moi, c'est une chance que j'ai de pouvoir travailler à temps partiel, mais tu sais, ça me nuit pour aller vivre avec mon conjoint. Donc, tu sais, c'est tout ça, là. Ça m'aide, c'est sûr, au niveau financier. Puis j'en suis extrêmement reconnaissante. J'adore mon travail. C'est juste que ça vient compliqué de tout expliquer ça et justifier ça à un système. Puis, tu sais, ce que je voulais dire, c'est que on nous encourage toute notre vie à être autonome en tant que personne handicapée. On prône l'autonomie. Et là, quand on essaie d'être autonome puis de sortir de chez nos parents puis aller chez notre conjoint, ben, on est comme puni si on veut. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouvais important de souligner. Euh, Sinon, ben, c'est sûr que moi, dans ma vie, j'espère qu'il va se créer encore plus de postes de travail pour les personnes handicapées au sein du gouvernement fédéral, mettons, à temps partiel. Parce que ce qu'on a en ce moment, c'est presque exclusivement du temps plein. Donc, c'est comme c'est ces deux choses-là que je voulais amener aussi. Que c'est pas parce qu'on est à temps partiel qu'on n'a pas de belles choses à apporter. Puis une belle contribution à faire à la société. Puis, c'est ça. Puis le handicap a plusieurs visages, hein. Donc, c'est ça. Que ce soit visible ou invisible, c'est tout valide et c'est tout là. Fait que ça serait le fun que ça soit encore plus reconnu. Fait que voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je me tais maintenant. Et vous parlez de beaucoup de choses qui sont problématiques eux-mêmes. Par exemple, isolation, vivre toute seule. Certaines personnes préfèrent ça, mais il y a beaucoup d'entre nous qui précisent d'aide euh, tous les jours, pendant la journée, pour faire beaucoup de choses. Peut-être notre conjoint et ça pose une coût additionnel pour Ouais. enrager une personne que nous ne connaissons pas, payer-le et ça c'est une contradiction. Marie-Ève, s'il vous plaît. Oui, mais en fait, dans la recherche qu'on a menée avec Connexion TCC, on a regardé où habitaient les gens qui avaient un traumatisme crânien. Et quand on a un traumatisme crânien, on peut avoir des séquelles physiques ou non, puis on a des séquelles cognitives, de mémoire, de fatigabilité, etc. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les enjeux, c'était pas nécessairement au niveau de l'adaptation du domicile, la présence d'une barre de bain ou non. C'était l'environnement humain dans la maison, dans le milieu de vie et aux alentours aussi, qui pouvait agir un peu comme un filet de secours souvent. Quand il n'y a pas des gens qui connaissent la condition, qui peuvent aller sortir les vidanges d'une fois de temps en temps, qui peuvent repérer quand la personne va moins bien, puis dire, ben, OK, on peut faire quelque chose ou ça va passer. Bon, donc quand ça fonctionne pas au niveau de l'environnement humain, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile pour la personne de rester dans son milieu de vie. Maintenant, le traumatisme crânien, sa caractéristique, à l'inverse de ce que vit Elisabeth, c'est que ça leur arrive tout d'un coup, du jour au lendemain. Puis souvent chez des jeunes adultes, parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, dans les accidents d'auto, etc. Donc, un jeune adulte de 33 ans, ben, mettons 23 ans, qui voulait partir, termine ses études, a cet accident-là, et tout d'un coup, ben, il peut pas réaliser son projet de vie.
Donc, c'est vraiment un choc. Les parents, ils ont peut-être pas nécessairement la place, l'énergie d'accompagner leur enfant au long cours. Puis c'est pas le choix de la personne non plus. Donc, quand Elisabeth parlait de dignité, puis de respect des choix de vie des personnes qui ont des incapacités, ben c'est critique là, à ce niveau-là. Mais l'environnement humain va toujours rester le facteur le plus important pour la personne qui a un traumatisme crânien. Oui, c'est très important. Euh, la prochaine question, et je vais la mettre ici. Certaines personnes ont les moyens de payer un loyer plus élevé, mais certaines situations nécessitent des aménagements spécifiques comme l'absence de tapis au sous-sol ou l'utilisation d'alarmes lumineuses plutôt que sonores. Connaissez-vous des autres besoins particulièrement en matière de logement qui devraient, euh, devraient être ces adaptations? Marie-Ève, Lise? je vous laisse aller si vous voulez, puis après ça, je prendrai mon... Oui. Ben, en fait, je vais vous répondre à partir de ma connaissance qu'on a faite dans notre étude, puis à partir d'une autre étude qu'on a faite sur les incapacités invisibles aussi. Donc, les gens vont être familiers avec les barres de bain, avec, bon, par exemple, pas avoir de seuil surélevé ou les escaliers, mais il y a beaucoup d'autres caractéristiques physiques qui peuvent faire qu'une personne va être très mal dans un logement. Pour les personnes qui ont un traumatisme crânien, si l'appartement est mal insonorisé puis qu'il y a des bruits, ça peut les déranger de façon importante, ça peut jouer sur leur fatigue. La luminosité, si elle est trop absente ou si elle est au contraire trop grande, ça peut être un agresseur. Les personnes qui ont des incapacités physiques vont souvent demeurer dans des logements à loyer modique. Et souvent, c'est un de nos participants qui nous rappelait ça, la ventilation est moins bonne. Donc, il y a des odeurs qui envahissent notre espace. Puis comme les gens sont hyper sensibles, ben, ils vivent avec cette micro-agression-là de façon constante à tous les jours. Et ces choses-là, quand les organismes payeurs, par exemple au Québec, on a la Société de l'assurance automobile ou la RAMQ, mais c'est pas des limites physiques qui sont reconnues. Donc, d'expliquer à un organisme payeur qu'il faudrait améliorer la ventilation ou, par exemple, l'insonorisation pour que la personne puisse demeurer dans un milieu, ben, c'est souvent tout bonnement impossible. C'est vrai? Ce sont spécialement difficiles de les identifier quand la personne en situation de handicap vit avec un type de maladie qui n'est pas visible. Et il faut Mm, le croire. Et mm, certaines mm, mm. personnes, dépendant dans leur identification, peut-être n'ont pas beaucoup de support. Je parle par exemple de personnes noires, africaines ou même de Premières Nations. Mm. Ça, c'est une autre cap des barrières. Mm. Liz, Oui. OK. Ben, tantôt, tu sais, ce que Marie-Ève disait, c'est très vrai aussi, c'est que c'est pas, il s'agit pas juste de choses comme des barres de bain. Bon, je vais parler de mon cas à moi. Moi, si je veux prendre mon bain physiquement, j'ai besoin d'une barre de bain. J'ai aussi besoin d'une chaise de douche spéciale parce que si je suis pas assise, moi, je peux pas prendre ma douche debout. J'ai pas assez d'équilibre pour ça. Puis aussi, les portes automatiques dans les appartements. Parce qu'en ce moment, il manque tellement d'argent pour adapter les domiciles que les gens se ramassent dans
les gens qui sont capables se ramassent aussi dans les logements réguliers, mais ils ont besoin que ça soit adapté. Mais comme il n'y a pas assez d'argent non plus c'est pour permettre ces adaptations-là, où il y a moins de subventions disponibles, ben, ça peut être long. Moi, je connais quelqu'un qui a attendu 4 ans avant qu'elle ait une porte, euh, une, une, euh, un bouton, euh, un bouton poussoir, en fait, pour accéder à son logement. Ça lui a pris 4 ans avant d'avoir ça. Puis c'était la même chose pour les seuils de porte. Fait que, ça rend notre vie vraiment beaucoup plus compliquée. Tous ces petits détails-là. Puis je pense entre autres à moi, j'ai mon bureau que j'ai fait adapter, mon bureau de travail, puis je vois vraiment une différence sur mes douleurs chroniques. Parce que moi, mes douleurs, ils ne se voient pas, mais avec la paralysie cérébrale, j'ai euh, des douleurs persistantes, moi, au niveau cervical. J'ai de l'arthrose beaucoup. Fait que le fait d'avoir un fauteuil qui est vraiment fait pour moi, pour mon dos, d'avoir un repose-pied, c'est toutes des petites choses qu'on pense pas de nommer. Je suis tellement habituée de les avoir que j'oublie de les nommer. Fait que c'est bien de le préciser. Euh, c'est ça. Mais la partie fatigabilité, ben ça est difficile à chiffrer à savoir qui devrait nous aider pour ça, le niveau fatigabilité, mais c'est non négligeable. Tu sais, Marie-Ève, tantôt, vous parliez des sons puis de choses comme ça. Moi, c'est d'autres choses. Moi, c'est si quelqu'un vient m'aider à faire une préparation de repas, puis que subitement, ces services-là, il vient pas pendant une semaine pour une raison ou pour une autre, ben là, moi, je deviens comme dépendante parce qu'il faut que je travaille en même temps, que je fasse ma vie. Fait que si j'ai pas ça, ben, j'ai pas assez d'énergie pour, subvenir à faire le repas, nettoyer l'appartement, puis travailler. Fait que c'est beaucoup des choix aussi. Ça, c'est compliqué à expliquer parce que c'est pas un appareil médical qu'on a besoin pour venir en aide pour pallier à notre handicap. C'est ce que Janet disait aussi tout à l'heure. On a besoin de quelqu'un qui nous croit quand on Oui. dit, quand, quand on vit ces choses-là. Puis comme ça se voit pas, puis que moi, je suis capable de m'exprimer aisément, ben, ça paraît pas. Puis des fois, on se fait dire qu'on est paresseux ou quelque chose comme ça euh, parce qu'on peut pas faire la cuisine ou parce que on n'est pas capable de nettoyer l'appartement, on se fait dire, ben voyons, pourtant vous avez l'air c'est totalement correct, là. Fait que je pense que ça aussi, peut-être Marie-Ève, vous me corrigerez, mais ça a un lien aussi avec les personnes TCC parce que ça se voit pas nécessairement eux non plus, là. Donc, En fait, ça se voit pas, tu as tout à fait raison, Elisabeth. Puis c'est beaucoup plus handicapant que on pourrait le croire. Par exemple, une personne qui a un traumatisme crânien, si elle sort faire ses courses le matin pour préparer un repas, mais elle ne sera pas capable de préparer le repas par la suite. c'est ça. Donc, c'est un petit peu, c'est toujours une gymnastique. Il faut essayer de voir où on va investir le peu d'énergie que l'on a. Ouais. Euh, et considérant que les personnes, souvent, qui ont en situation de handicap, c'est pas celles qui ont les plus grands revenus. Les habitations dans lesquelles elles sont, c'est pas des habitations qui sont optimales au point de vue de tout ce qu'on peut faire pour le préparer, l'entretenir, le gérer. Donc, ce sont pas les habitations qui sont les plus facilitantes. Non. Donc, c'est un défi de plus, là, un fardeau de plus pour les personnes qui ont des incapacités. Oui, effectivement, je dirais la notion de choix aussi, parce que le résident que vous donniez en exemple qui va faire ses courses, qui après n'est pas capable de faire son repas, ben, c'est exactement la même chose que je vis. C'est de me dire, ben, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais comme choix dans ma journée? Est-ce que je décide que je prends ma douche? Est-ce que je décide que je vais aller travailler? Tu sais, c'est des choix constants. C'est jongler avec des décisions comme ça. Puis je ne sais pas si vous connaissez la théorie des cuillères, Marie-Ève. Moi, Non, je la connais pas. il y a quelqu'un qui m'avait parlé de ça. C'est-à-dire que vous arrivez avec un nombre de cuillères précis par jour pour faire vos activités. Mettons, je ne sais pas, moi, vous avez 20 cuillères dans une journée.
Ben là, OK? c'est à la personne handicapée de subdiviser le nombre de cuillères qu'elle pensera avoir besoin pour chaque activité. Fait que si ça y prend déjà 4 cuillères pour prendre sa douche ou pour aller faire ses commissions, puis que finalement, elle se rend compte qu'au bout d'une journée, elle va avoir utilisé ses 18 cuillères juste pour faire des tâches ménagères ou pour aller faire son épicerie, ben elle arrive la fin de semaine puis elle n'a pas de vie sociale. Puis, ben, elle a fini de travailler. Fait que travailler, ça y a pris 8 cuillères. Ben là, tu sais, comprenez-vous, c'est tout le temps une C'est gestion. très, c'est une super belle image. Puis cette question-là me ramène à ce qu'une de nos participantes nous a dit qui nous a vraiment frappé. En fait, dans notre étude, on demandait aux gens, est-ce que vous avez eu le choix de votre logement? Tout le monde nous disait oui. Donc, nous, ça nous étonnait beaucoup parce que même sans incapacité, on n'a pas une gamme de choix. Donc, on a questionné dans des focus group les personnes, puis ils m'ont dit, oui, oui, j'ai eu le choix de dire oui ou non, mais j'avais juste une option. Il n'y en avait pas d'autre. Donc, c'est un faux choix dans plusieurs cas. Le choix de demeurer dans un logement, ben, c'est peut-être qu'on n'a pas l'énergie pour en changer. C'est peut-être qu'on n'a pas les finances pour en changer. Donc, il y a un, un acquiescement volontaire, un oui, je vais demeurer là. La plupart des gens, il n'y a pas de cadenas sur la porte, mais c'est pas un choix dans lequel on a eu beaucoup d'options, là. Ça, c'est un faux choix. Ça, c'est la restriction et Ouais. pas beaucoup de logements accessibles. Oui. Je vais vous poser une petite question finale et après, je vais poser des questions qui déjà sont venues de notre audience. Mais euh, pour les personnes qui veulent faire des questions, vous pouvez, les participants doivent placer leur souris sur le nom de la personne. Par exemple, je vais sélectionner Jeannette. Et pour envoyer les questions, il faut les envoyer à moi. Et je vais les transmettre. Ou si vous ne pouvez pas, vous avez des limités pour ces bouger, vous pouvez trouver la petite icône qui leur permettre de lever la main et on peut ouvrir votre micro pour parler. Bon, la question que j'ai pour tous les deux, c'est est-ce que vous pensez que qui a la responsabilité plus grande? C'est la ville où les personnes habitent, se transportent, travaillent, ou la province qui a un budget plus grande qui peut-être peut construire des logements accessibles avec la consultation des personnes en situation de handicap ou le gouvernement fédéral qui a la plus grande budget. Allez. En fait, je pense que ça ne devrait pas relever d'un palier de gestion. On est une société, on est un groupe, on travaille, on est les Canadiens, mais on est également les Québécois, les citoyens de la ville de Québec. Si on dit, par exemple, que c'est juste le gouvernement fédéral qui devrait s'impliquer, ça veut dire que c'est pas la responsabilité des autres, alors que je pense que c'est la responsabilité collective de tout le monde de penser à ces questions-là. Je vous donne un exemple. À Québec, on a un groupe, Trudel, qui bâtit énormément de tours à logement de ce temps-ci. Juste de l'autre côté de la rue, ils sont en train d'en faire 200 à 300. Et
ce groupe-là, sans qu'il y ait eu d'obligation, de législation ou quoi que ce soit, il prévoit toujours une proportion de logements qui sont accessibles et qui sont abordables à l'intérieur de leur tour à logement. Ils le font, je dirais, parce que socialement, ils estiment que c'est un besoin, mais ça devrait être dans nos valeurs, ça devrait être dans l'ADN de toutes les personnes. Même on pourrait considérer, il y a une personne sur cinq qui a des incapacités. On pourrait considérer que tout le monde, il nous manque une main, puis d'agir en fonction de ça, plutôt que de dire c'est au gouvernement de le faire. Je- J'imagine qu'elle a dit t'as dit mon nom, Janet, je t'ai pas entendu, mais j'ai lu sur tes lèvres. Euh, Fait que ouais, effectivement, je suis d'accord avec Marie-Ève. Puis, tu sais, si ça relève du gouvernement, ben, c'est compliqué parce que, tu sais, il faut se mettre à expliquer aussi nos limitations puis nos choses. Puis des fois, ben, les gens du gouvernement, ben, tu sais, ils ont d'autres choses aussi qu'ils doivent faire. Fait qu'ils n'ont pas toujours le temps d'entendre disons, comment je pourrais dire, les demandes de tout type de personnes avec différents types de handicap aussi. Fait que ça devient très compliqué. Puis là, tu sais, il faut séparer les gens en catégories. En tout cas, je ne sais pas comment expliquer ça, mais semble que je suis pas très claire. Mais je trouve juste que ça fait beaucoup de responsabilités à donner au gouvernement, puis ils n'ont pas toujours le temps de le faire. Puis nous, ben, les citoyens, c'est nous qui sommes euh, le mieux placés pour parler de nos choses. Puis si on s'arrime avec d'autres organismes aussi, euh, des organismes communautaires, je pense que ça peut aider, là. Je pense à d'autres organismes dans lesquels j'ai travaillé aussi dans le passé. Puis plus on est appuyé par des places comme ça, plus ça peut aider, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marie-Ève, c'est d'aller chercher aussi du financement ailleurs que. En fait, dans une recherche qu'on a faite, puis ça c'était très drôle, on travaillait avec une grande organisation, puis on disait pourquoi vous ne mettez pas de l'avant les principes d'accessibilité universelle. Puis les gens disaient, ben, c'est pas moi qui fais ça devrait être l'autre personne à côté. Puis dans leur tête, ils comprenaient l'accessibilité universelle pour une personne, par exemple, qui aurait été amputée aux quatre membres, en fauteuil roulant électrique. Ils ne percevaient pas que c'était leur rôle, puis ne percevaient pas qu'il y avait plein de personnes autres que cette catégorie très, très, très précise-là qui avaient des besoins. Puis à Ouais. partir du moment où on les a amenés à réfléchir que une incapacité, c'était aussi ma petite voisine qui est autiste, c'est aussi moi quand je me fais mal au genou, c'est aussi quand je suis pas capable de parler une langue. Donc, quand on leur a fait comprendre qu'il y en avait beaucoup plus que ce qu'ils pensaient, puis que eux, ils pouvaient jouer un rôle. Soit, par exemple, quand ils organisaient un événement, simplement penser d'avoir quelques places accessibles, d'avoir des schémas pour les gens qui n'ont pas beaucoup de capacité de lecture, tout ça, ça l'a fait en sorte que la responsabilité n'était pas sur une personne ou un gouvernement de faire tous les changements, mais que c'était tout le monde qui avait un petit rôle à jouer. Puis comme ça, mais ça évite que si la personne ou le gouvernement change, par exemple, que ben, ce dossier-là tombe à l'eau. Ah, c'est totalement vrai ce que vous dites là. Vous parlez tellement bien, Marie-Ève, c'est super clair, puis c'est facile de vous comprendre là, ça m'aide. Ben, j'ai quand même fait quelques petites choses moi au niveau de l'accessibilité dans mon passé, puis ben c'est ça qu'on remarquait qu'il faudrait quasiment se mettre à avoir des comités de personnes handicapées avec différents handicaps qui siègent dans des endroits comme par exemple, je sais pas moi, un chantier de construction. C'est le prochain endroit qu'ils vont construire. Si c'est une bibliothèque ou peu importe c'est quoi, ben si les personnes handicapées il y a un petit comité de personnes handicapées avec différents handicaps qui siègent avant que le bâtiment soit construit, ben là, puis qu'on se met à parler avec les gens qui font les plans aussi, là, les architectes, puis qu'on leur explique aussi nos besoins puis nos choses, ça peut aider. C'est juste que c'est pas évident de faire ça, là.
de trouver, tu sais, de pouvoir parler mais c'est une suggestion qu'on avait fait aussi, là, d'être impliqué plus tôt dans Oui. dans la, Tout à fait. la À la conception. conception. Je Ouais. pense que pour le tramway à Québec, il y a le réseau de transport de la capitale. Dès le début du projet, ils ont impliqué un comité de personnes avec des incapacités pour être sûr que, bon, il y aurait de la place, ça serait accessible, ça serait acceptable aussi de la façon dont c'était fait. Donc, il y a de l'espoir, je crois. Ah, c'est super. Toujours le fun à entendre. Puis c'est des beaux débuts, il faut pas lâcher. Oui. Bon, merci à tous les deux. Il y a déjà des questions posées par notre audience. Et maintenant, Brigitte veut poser une question et peut-être on peut donner Brigitte la parole. Son exemple. OK. Oui, Oui. bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. J'ai vraiment une question qui est très préoccupante par rapport à moi. Moi, je suis Brigitte Yongo, je suis à Montréal. Moi, j'ai toujours été là depuis le début handicap et pauvreté pour personnes handicapées, j'ai toujours été là, j'ai toujours dans les rencontres. Puis je suis en train de vivre une situation qui est très difficile pour moi. Je suis maman de deux enfants. En 2021, je suis restée longtemps à l'aide sociale à cause de ma santé. Et puis avec les enfants, c'était difficile. Mais en 2018, je suis retournée à l'école. J'ai trouvé une formation en ligne qui m'a permis d'avoir mon diplôme en préposé 911. Après, pendant la recherche d'emploi, j'ai trouvé un emploi à la ville de Montréal. C'était un emploi qui me permettait de travailler à la maison parce que c'était marqué télétravail. Pour moi, Brigitte, c'était une bonne occasion. Brigitte, si vous pouvez parler assez lentement parce Oui, que je les pensais que vous avez interprètes doivent il y avait suivre. un temps déterminé, c'est pour ça que j'avais peur de manquer. OK. En Lent- 2021, j'ai trouvé un emploi à la ville de Montréal qui me permettait de travailler à partir de la maison parce que l'emploi, c'était marqué télétravail. Et ça fait 4 ans que je fais cet emploi-là. Alors là, maintenant, l'employeur veut que je commence à faire 2 jours de présentiel pendant que le médecin dit que je souffre d'une tendinite chronique et que les transferts entre les fauteuils roulants, tous ces transferts qui m'ont causé ces problèmes-là. Alors, le médecin a recommandé le télétravail parce que le travail ne nécessite pas vraiment que je sois sur place. Mais là, au moment où je vous parle, je suis tombée en congé maladie. L'employeur m'oblige à aller 2 journées au travail. Là, même les syndicats, il n'y a personne qui est capable de me défendre. Je me retrouve seule. Je me retrouve seule dans cette situation. C'est tellement difficile, je vous dis, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais Oui. plus à où aller frapper. Oui, et ça, on voit ces retours au bureau et que beaucoup de personnes peuvent le faire, mais pas tout le monde. Et si Marie-Ève ou Lys veut parler sur ça, ça serait une aide peut-être donner des idées à Brigitte. Merci, Brigitte. Merci. Est-ce que tu y vas, Elisabeth? Ben, en fait, moi, Brigitte, ce que je pourrais faire, en tout cas, je pense en tant que réceptionniste chez Finautonome, moi, je pourrais prendre vos coordonnées si vous voulez les indiquer peut-être dans le chat. Puis Janet, si jamais j'ai pas le temps de les noter, si tu pourrais me les envoyer après, ça serait super. Parce que peut-être qu'on pourrait vous aider à Finautonome, du moins pour ce qui est des choses financières. C'est peut-être qu'on serait capable de prouver votre situation de handicap, puis peut-être qu'on pourrait au moins vous aider à trouver des crédits d'impôt, là. Je peux pas m'avancer parce que moi, je suis juste réceptionniste, mais on va prendre vos coordonnées, puis moi, je vais pouvoir regarder avec mes collègues, voir s'il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous accompagner, du moins pour que vous ayez une preuve de votre handicap. Donc, le crédit d'impôt là, pour personnes handicapées, c'est à ça que je pense là, pour vous. Fait que je pourrais au moins prendre vos coordonnées, puis ensuite, je laisserai le soin à mes collègues, là, chez Finautonome, de pouvoir vous évaluer puis voir comment on peut vous aider. Ça serait la chose que je pourrais vous offrir en tant que réceptionniste chez Finautonome. Merci, Elisabeth. Ça, c'est un service que peut vous communiquer, donner des idées et des ressources. Maintenant, j'ai une autre question et je vais les mettre dans
text box. C'est en anglais, mais aussi en français. Quelles recommandations votre recherche a-t-elle formulées? Et pourriez-vous indiquer où trouver votre recherche? Cette question, c'est pour Marie-Ève. Oui, absolument. En fait, la recherche est disponible. Je cherche en même temps sur le site de Connexion TCC. Alors, je vous mets le lien si je suis capable ici dans le chat. Notre recherche, ce qu'elle indiquait, c'était que il y a beaucoup de personnes qui ont un TCC qui sont instables dans leur milieu à cause de leurs incapacités. Parce qu'ils vont être plus impulsifs, ils ont de la difficulté à s'organiser, etc. Et ces personnes-là vivent de l'instabilité résidentielle de façon importante. Par contre, ce n'est pas des barres de bain, ce n'est pas des seuils de porte qui règlent la question, c'est de l'aide humaine. Donc, on a besoin, on appelle ça des aides techniques humaines. On a besoin de personnes pour aider à se réguler, pour aider à organiser le temps, pour que l'épicerie n'arrive pas la même journée que les recettes. On a besoin d'avoir un entourage qui est au courant que la personne a un TCC, puis qui va essayer d'adapter certaines de ses activités. Par exemple, pas envoyer les enfants crier sous cette fenêtre-là à 9 heures du matin. Bon, il y a plein d'autres exemples de choses qu'on peut faire avec la considération. Puis ça, c'est tout aussi important, sinon plus, qu'une adaptation physique. Donc, quand on parle de logement adapté, pensons environnement social et humain adapté, pas juste barre d'appui. Comme ergothérapeute, ça serait ma principale recommandation. Hello, bonjour. Bonjour. Um, je parle en anglais. Le- I'll le- speak in English if that's okay. we Je vais don't parler mind. anglais si c'est correct. Okay. Non, non, c'est correct. C'est bien. I understand French. Je I can comprends speak le French français. Je peux parler français, mais pas everybody. aussi I live in couramment que les autres. Donc, BC, je vis en but Colombie-Britannique, mais Mi'kmaq je and Haida, suis so I'm de First Nation Raga autochtone, Première I Nation wanted Mi'kmaq. to ask a Je question. voulais poser une question Heard parce you guys que talk a lot about je vous ai housing entendu parler de and logement à poverty, propos de la and I pauvreté et haven't heard a je n'ai mention pas about entendu what that une looks mention à like propos de in ce an à quoi ça intersectional ressemble space. So dans un looking at espace lived experiences with intersection, des expériences race and vécues disability avec and la poverty. race et la So pauvreté et le my handicap. question Donc, ma question, is what kind of c'est information quel genre or what kind of d'information ou quel research genre has de been done recherche a around été poverty faite à with propos de First la Nations pauvreté chez people les gens des on Premières reserve Nations for housing. vivant dans les réserves à propos du logement. Oftentimes, Souvent, we see a lot of on our voit family members beaucoup de nos are membres de nos raised familles qui and kept at home sont instead gardés à of la living maison au lieu de pouvoir independently because vivre de there façon isn't indépendante parce housing qu'il n'y a options. pas And when we d'option de look at logement pour eux. poverty Et rates, lorsqu'on regarde les taux de they rate are pauvreté, so much higher for les taux First sont Nations tellement people, plus élevés especially chez les gens des when Premières Nations, when spécialement we ceux qui look vivent dans at la réserve. Statistics Lorsqu'on Canada. regarde I know before in Statistique Canada, je sais 2016 qu'avant, en census, 2016, they dans said le recensement, there il are disait qu'il people, y a déjà Indigenous children, des enfants 0 to autochtones 14, de all across Canada, de 2 ans à 14 ans à 60%. travers le Canada, donc Some 50%. reserves, it's up to 90% Dans certaines réserves, unemployment rates, c'est un taux de and chômage de poverty rates 90% et for les taux de children. pauvreté So pour my les enfants. Donc, question is, what ma kind of question, research, c'est what kind of quel genre de things have recherche been et quel looked genre at de from choses ont été disability vues without et poverty and regardées with the people that you par serve l'handicap sans to pauvreté et par les gens that ici lived experience? par rapport à cette expérience Ça fait vécue. sens? It's perfect. Est-ce que vous voulez que je traduise la question en anglais, en français? OK. Donc, Symbia vient d'une Première Nation et en essence, elle fait remarquer que sur les réserves autochtones, il y a beaucoup de gens qui vivent avec des moyens encore moins grands que dans la population en général et avec des incapacités. Donc, elle voudrait savoir quelle recherche a été faite ou quelle évidence ou quelle réflexion on a par rapport aux personnes qui vivent avec des incapacités dans des réserves pour les personnes de Première Nation.
I am translating well, Cynthia? Moi, je pourrais peut-être répondre à ça de deux points de vue. I grew in Mayotenam, so in J'ai grandi à Sept-Îles. Magnotenam, à cette île, très proche de, Personnes montagnaises, so I appreciate that, très près des montagnes, des there's personnes a lot montagnaises. of Donc, j'apprécie le fait qu'il y a, dans les je sais réserves. qu'il y a Il y a beaucoup de vraiment pauvreté. beaucoup de pauvreté dans les réserves et l'habitation pour les personnes qui ont des incapacités, les personnes des Premières Nations qui demeurent dans les réserves, c'est encore plus problématique parce que on a aussi le conseil de banque qui s'occupe des maisons, on doit faire adapter, donc on ajoute un niveau de complexité supérieur. Par ailleurs, on a dans notre recherche sur les personnes qui ont un traumatisme crânien, on a pu travailler avec 2 ou 3 personnes de Première Nation qui avaient eu un traumatisme crânien et qui demeuraient sur des réserves. L'habitation physique, c'était très difficile. Retrouver une place où aller vivre parce que sur les réserves, il y a moins d'options. Nécessairement, c'était très difficile. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que la communauté pour ces personnes-là, elle était beaucoup plus présente, beaucoup plus supportante qu'elle ne pouvait l'être pour des personnes qui ne sont pas des Premières Nations. Donc, on avait cet avantage-là. Oui, merci pour toutes les questions. Nous devons couper l'émission, mais après, et cette discussion sera publiée en YouTube. Et j'aimerais bien, Cynthia, de rester en contact parce que nous parlons de notre expérience et nous voulons bien écouter l'expérience des voix propres des personnes qui sont First Nations Inuit Métis. Merci pour la question. Merci à tous et toutes. Merci à les interprètes aussi. Et restez pour le reste de cette symposium et à la prochaine.